Jusqu'à midi, dimanche en politique avec vous, Frédéric Fraisse, pour animer cette émission et un invité. Oui, bonjour à tous et bonjour Cédric Cobert, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, vous avez 52 ans et êtes salarié de la CARSAT, la caisse d'assurance retraite du privé. Cédric Cobert, merci d'être avec nous. On va commencer par une première photo, la photo d'une manifestation, une des innombrables manifestations de ces dernières semaines à Toulouse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça résume un peu l'état d'esprit de ce 1er mai 2023? Oui, effectivement, parce qu'on peut déjà prévoir qu'on va avoir une très grosse manifestation le 1er mai, dans la lignée des manifestations qu'on a eues ces derniers temps. Deuxième photo, une photo de notre président de la République, Emmanuel Macron, actuellement au plus bas dans les sondages, cote de popularité très basse. Qu'est-ce que vous évoque cette photo du président? Un homme seul, c'est un bon choix, parce qu'il est tout seul. Je pense que vous parliez de rancune tout à l'heure. Voilà, la rancune, elle est de son côté. On voit qu'il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose qu'a priori personne ne comprend. Et puis on ne voit pas trop qui c'est qu'il y a derrière. Mais derrière nous, vous savez, on ne se fait pas d'illusions. Derrière Emmanuel Macron, il y a le MEDEF, il y a le grand patronat, il y a les actionnaires. Et lui, c'est pas pour enlever ses responsabilités, mais il fait un peu l'homme, il sert un peu de marionnette de tout ce monde-là. Voilà. Bien qu'il ait toute la responsabilité du président de la République, quand même. Le 1er mai, cette année, aura une connotation particulière, bien sûr, avec la réforme des retraites. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres mots d'ordre? On pense par exemple au pouvoir d'achat, qui est une vraie question actuellement, l'environnement. Est-ce que ces mots d'ordre ont aussi leur place le 1er mai? Bien sûr, le 1er mai, traditionnellement, c'est une journée internationale de lutte des travailleurs du monde entier. Donc c'est une journée de solidarité et ce sera marqué cette année, plus particulièrement dans le cortège parisien, où il y a presque une centaine de délégations étrangères qui viennent pour témoigner leur soutien à la lutte sur les retraites en France. C'est une journée pour la paix, donc un sens aussi particulier dans cette période de guerre sur le continent européen, et pas que sur le continent européen. Voilà, il ne faut pas oublier. Et puis une période aussi, un 1er mai sous le signe de l'abrogation de cette loi sur les retraites dont personne ne veut, et sur la nécessité d'augmenter les salaires, notamment, pour faire face à l'inflation. On poursuit le débat, Cédric Cobert, dans un instant avec vous. On va d'abord voir quel est le sens de ce 1er mai, avec quelques paroles de citoyens rencontrés sur le marché de Muret, au sud de Toulouse, il y a 2 jours. Julie Valin, Mathieu Chouvelan. Un jour comme les autres. La fête du travail. C'est la fête du travail. C'est un jour férié donc pour les Français, donc ils s'offrent donc le muguet. Beaucoup le voient comme une journée de congé, mais au final, ça reste quand même une représentation de ces acquis qu'on a eu au niveau du travail. Le 1er mai, c'est la journée de lutte des travailleurs pour leurs droits. Je vais un peu vous étonner parce que le 1er mai, je suis à la retraite, c'est mon premier jour de retraite. Donc pour moi, c'est un peu particulier cette année. C'est la fête du travail, mais bon, pour moi, si ça tombe pas un lundi, le jour où je travaille pas, ça change rien. Vu notre métier, nous on travaille toujours après ces jours-là, donc bon, on sera pas dans les rues en train de manifester, en l'occurrence, on sera au boulot. Je suis en vacances, c'est un peu particulier, je ne serai pas ici. Donc je pense que je vais aller manifester à l'endroit où je serai. On va y aller avec des casseroles, je pense. Voilà. Comme beaucoup de gens font, parce qu'on est vraiment excédé par le comportement du gouvernement et surtout le mépris du gouvernement. Est-ce que vous allez manifester ce 1er mai? Non, pas du tout. Moi, je ne vais pas aux manifestations. Bien sûr, je manifeste tous les ans, mais je pense que là, on vit une période où on va vivre malheureusement de plus en plus d'attaques. Et je crois que c'est important qu'on manifeste. C'est l'occasion jamais d'aller s'exprimer. Même si personne n'écoute, c'est pas grave. Je préfère aller voter parce qu'au moins quand on vote, on exprime notre avis. Manifester, non, c'est plus entendu, ça sert à rien, on voit ce que ça donne actuellement. Franchement, j'ai autre chose à faire. Cédric Cobert, est-ce que vous vous attendez à voir ce lundi ce qu'on pourrait appeler des primo-manifestants, des personnes qui vont descendre dans la rue pour la première fois? En grand nombre, oui. Des primo-manifestants du 1er mai, certainement, des salariés qui n'avaient pas l'habitude de venir le 1er mai et qui vont venir, mais aussi des primo-manifestants tout court, parce que je pense le petit sujet là est assez évocateur. On a du monde qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin d'être entendu. Voilà.
Et donc on est dans une période où la question démocratique se pose avec particulièrement d'acuité. Et ce rendez-vous du 1er mai sera un rendez-vous de travailleuses et de travailleurs qui veulent être entendus et notamment pouvoir participer à la vie démocratique de ce pays. Est-ce que vous craignez des débordements à Paris, à Toulouse ou ailleurs? Une note dont va l'avoir des renseignements territoriaux, alors c'est pour Paris, annonce 80 à 100 000 manifestants pour ce 1er mai, donc manifestation parisienne, 2000 éléments radicaux. Est-ce que vous le redoutez pour l'Occitanie? Alors vous savez, ne serait-ce même qu'à Paris, 2000 éléments radicaux sur une manifestation de plusieurs centaines de milliers, ça se voit pas forcément. À Toulouse et en Occitanie en général, il a échappé à personne que les manifestations depuis le début de la réforme des retraites sont tout à fait calmes et se passent dans la plus grande sécurité, la plus grande paisibilité des participants. Et traditionnellement, le 1er mai, c'est un jour de manifestation en famille, entre amis aussi. Et donc, bon, on ne sait pas s'il fera beau, mais il ne fera pas très chaud. Donc, on pourra participer nombreuses et profiter de la journée. Ouais. Mais est-ce que les débordements qu'il y a pu y avoir, parce qu'à Toulouse, il y en a quand même assez souvent, est-ce que ça peut rebuter des gens qui auraient envie de venir manifester, qui ne le font pas à cause de ces débordements et peut-être aussi à cause de la réponse policière, parfois violente, qu'il peut y avoir en face? Alors, c'est évident que lorsque la seule réponse qui est apportée aux préoccupations, aux aspirations sociales qui sont très fortes. Lorsqu'on dit on vous écoute pas mais on envoie la police, que ce soit d'ailleurs dans les manifestations contre les retraites, que ce soit à Mayotte aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté ou on ne sait pas trop quoi. Enfin, quand on répond aux questions sociales par la police, forcément il y a des images qu'on aimerait pas voir. Mais après, vous savez, la manifestation, moi je tiens à rassurer tout le monde, venez nombreuses et nombreux, ça se passera du mieux possible le 1er mai. Les syndicats ont repris la main sur l'organisation et la sécurité dans les cortèges. Ça n'a pas toujours été le cas, on pense aux Gilets jaunes ou à quelques manifestations aussi qui ont échappé. Il y en a eu une à Toulouse qui n'a pas pu aller à son terme. Les manifestations sont très bien gérées, je dirais. Les syndicats dans les cortèges font en sorte que tout se passe pour le mieux et tout se passe pour le mieux. Et après, on n'est pas à l'abri de voir des images comme on voit là. Je ne pense pas le 1er mai. Voilà. Les concerts de casseroles, un mot sur les fameuses casserolades. On a l'impression que la casserole, avec les arrêtés préfectoraux, est devenue un objet dangereux. C'est ça. C'est du second degré, je précise. Oui. J'avais bien compris. Mais il faut bien qu'on s'exprime. Il faut bien que le monde du travail s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et parfois, ça fait du bruit. Et parfois, ça fait aussi de la fumée ou des choses cassées. Mais ça, c'est à la fin du fin, c'est quand on ne nous écoute pas. Est-ce que vous pouvez rappeler justement le symbole de ces casserolades? Je pense que lorsqu'on a le sentiment lorsqu'on voit on constate qu'on n'est pas écouté, on n'a pas envie d'écouter celui qui parle en face et on n'a pas non plus envie qu'il puisse, que sa voix puisse porter. Et partant de là, c'est un mode de protestation. C'est pas le mode de protestation le plus efficace en tout cas, mais il est très sympathique. Et écoutez, si il y a des casserolades, nous, ça nous déplaît pas tant que ça, je peux vous dire. Autre question, Cédric Cobert. Assiste-t-on à un renouveau syndical? On va vous entendre dans un instant. La réforme des retraites a-t-elle entraîné une hausse des adhésions aux syndicats? Il semblerait bien que oui. Voyez le reportage de Régis Guillon et Éric Foissac. La réforme des retraites signe-t-elle un retour en force du syndicalisme? Depuis le début de l'année, les corps intermédiaires disent enregistrer une hausse exceptionnelle des adhésions par rapport à 2022, plus 25% à FO et même plus 200% à la CGT quand la CFDT, elle, annonce plus 40%. Tous les jours, on reçoit des nouvelles adhésions à traiter. Qualifiés de vieux monde par l'exécutif, éclipsés par les gilets jaunes, les syndicats ont de nouveau le vent en poupe. On avait oublié à un moment donné que les syndicats étaient les premiers interlocuteurs légitimes de par nos élections, nos mandats, avec à la fois les employeurs, mais également le gouvernement en tant que corps intermédiaire. L'unité syndicale a également pesé dans la balance pour séduire de nouveaux adhérents issus de secteurs jusque-là peu syndiqués, comme l'informatique, l'enseignement professionnel ou la justice. Et parmi ces nouveaux profils, beaucoup de jeunes entre 20 et 35 ans, actifs ou étudiants. Plus Macron avance, plus leurs droits sociaux ils reculent. Dans l'entrée dans l'emploi, des contrats précaires,
de plus en plus de contrats déguisés avec les services civiques, la déstructuration du bac professionnel, la non-augmentation des salaires alors que les prix augmentent, et puis maintenant la réforme des retraites. Donc on a l'impression que vraiment à toutes les étapes de la vie, les droits sociaux ils sont attaqués. Finalement, avec sa réforme très contestée des retraites, 7 Français sur 10 contre, le président de la République aura réussi à unir les syndicats français contre son projet et à booster le nombre des adhérents dans les organisations. Le temps permettra de savoir aussi si cet élan vers les syndicats se confirme. Pour l'heure, en France, le nombre de personnes syndiquées tourne au mieux autour de 10%, contre 20 à 25% durant les 30 Glorieuses. Cédric Cobert, je redonne les chiffres entendus au début du reportage. Plus 25% d'adhésion à FO, plus 40% à la CFDT, plus 200% à la CGT entre janvier et avril si on compare à 2022. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez à la CGT de Haute-Garonne? Bien entendu, c'est un phénomène qu'on constate. Dans ces proportions? Ouais, non, nous on a fait le calcul de date à date par rapport à l'an dernier, 60% de plus. Voilà, donc la moitié des syndiqués sont des femmes et près de la moitié ont moins de 40 ans. Donc pour nous, c'est très positif. Pourquoi? Parce que on est dans une période où, depuis les lois El Khomri, Macron, etc., les droits à intervenir dans l'entreprise, à se syndiquer, à intervenir dans l'entreprise a été largement remise en cause. Hein. Ça devrait dissuader les salariés de rejoindre leurs organisations syndicales ou en tout cas les cantonner à ce que les gouvernements successifs ont voulu, et le MEDEF ont voulu les cantonner, c'est-à-dire à faire un peu de vernis de dialogue social dans l'entreprise. Et c'est l'inverse qui se produit. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui se syndiquent en masse, qui rejoignent leurs organisations syndicales en masse sur un mouvement social de grande ampleur et un mouvement social interprofessionnel qui ne revendique pas des petits avantages corporatistes dans leur coin, mais une avancée sociale en termes de retraite pour tous. Voilà. Et simplement rappeler qu'on parle de corps intermédiaires, là, nous, ça ne nous plaît pas trop parce que on est des salariés. Hein, on est des salariés qui s'organisent pour peser, pour intervenir ensemble. Voilà. Ça veut dire quoi cet engagement? Ça veut dire que c'est la recherche de contre-pouvoir, l'engagement politique au sens noble du terme, enfin syndical et politique? Bien entendu, on ne se partage pas, mais enfin quand on est travailleur, travailleuse, d'ailleurs privé d'emploi et jeunes et retraités y compris, hein, qui sont aussi des travailleurs, on a envie d'intervenir dans la vie. Et à un moment où on disait il y a quelque temps, les Français se désintéressent de la politique, d'ailleurs ils vont moins voter, c'est vrai. Regardez, enfin, soi-disant, il y a des éléments qui montreraient que les Français se désintéressent de la politique. En fait, les Français s'intéressent énormément à la politique, mais ils cherchent une politique différente et une politique dans laquelle, lorsqu'on intervient, il y a des résultats derrière. Et que ce soit sur les questions sociales, sur les questions environnementales, on le voit dans la région aussi, on y pense ces derniers temps sur l'autoroute, là, tout ça. Donc, il y a une très forte volonté des travailleuses et des travailleurs d'intervenir et de prendre leur vie en main. Et qui s'exprimera donc au cours de ces manifestations du 1er mai. On va revenir en 1 minute 30 sur l'origine et la signification du 1er mai en France et ailleurs dans le monde. Explication signée Bruno Frediani, Gaëtan Guettière et Aude Chéron. 1er mai, jour du muguet et du point levé. La lutte initiale a pris racine dans les docks de Chicago en 1886. Ce 1er mai, les ouvriers obtiennent au prix du sang le passage à la journée de 8 heures. La première victoire de la classe prolétarienne dans l'ère industrielle. L'idée de la lutte des classes traverse alors un océan, une vague rouge qui se répand en Europe. L'espoir de jours meilleurs, d'un printemps des grands soirs. D'une révolution universelle pour que la Terre soit un jour égalitaire. En rang serré, dans les premières manifs, les camarades portent à la boutonnière un triangle rouge, triptyque de leur désir farouche d'un partage du temps, en 3 temps, le travail, le loisir et le sommeil. Le 1er mai, la fête du bonheur et des travailleurs, un jour férié chômé depuis 1948, et le temps des jours heureux, de l'unité des défilés, un joyeux pied de nez au patron. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, car au fil des ans, de plus en plus souvent dans les cortèges, le front social se fissure. C'est à chacun sa lutte, entre la CGT et la CFDT, les syndicats sont en rang désunis, c'est à qui même me suivent, à celui qui sera le plus fort. Mais merci qui? Merci Macron. L'opposition à la réforme des retraites a ressoudé les représentants de salariés. Veuillez noter, ce 1er mai dans les défilés sera celui de l'unité retrouvée.
300 manifestations demain, 1er mai, à travers la France. Cédric Aubert, cette mobilisation sera-t-elle celle de l'unité retrouvée entre les syndicats? Oui, et ça nous fait plaisir. Puisque depuis le début du mouvement social, on voit que les 8 organisations syndicales sont sur un front uni, dont certains commençaient à parier dès le départ que ça allait pas tenir longtemps. En réalité, plus le temps passe et plus l'unité elle est forte, parce que les salariés ont besoin de cette unité. Ils en ont envie et ils interpellent leurs organisations pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Et en tant que militant, c'est la première fois que je vois, et dans l'histoire, ça doit être la première fois qu'on voit qu'on aura un 1er mai avec les 8 organisations syndicales à la même banderole. Ça veut dire concrètement, là, dans les prochaines heures, vous vous concertez pour être leaders syndicaux en tête, les différents drapeaux en tête de la manif? Oui, ça s'est calé, bien entendu. On prépare tout ça ensemble, on s'assoit autour d'une table, on prépare ensemble, on voit les points qu'on a d'accord et de désaccord, et on dépasse volontiers nos désaccords parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Cette unité, elle semble satisfaire tout le monde, les syndicats, les salariés. Est-ce qu'elle peut perdurer au-delà de la réforme des retraites, de la protestation contre la réforme des retraites? Déjà, je vais, avant d'aller là, je veux revenir sur le petit film là, qui a le mérite de bien présenter les choses, mais qui enlève qui ne prend pas en compte une dimension qu'on doit mettre en avant, nous, en France. C'est-à-dire que le 1er mai, tel qu'il existe à l'heure actuelle, et même la date telle qu'elle est, elle est pour une grande partie due à la construction des luttes dans notre pays, pour la journée de 8 heures. C'est-à-dire il n'y aurait pas de 1er mai dans le reste du monde si en France, les travailleuses et les travailleurs français n'avaient pas eu un mouvement aussi fort pour gagner le 1er mai. Et je dis ça pourquoi? Parce que internationalement, ce qui se passe en France est extrêmement regardé par les salariés de tous les pays. Je disais tout à l'heure qu'il va y avoir des délégations du monde entier à la banderole parisienne. Et il faut savoir que les travailleuses et les travailleurs des pays du monde entier nous envoient des messages pour nous dire, en France, tenez bon sur les retraites, parce que si ça passe chez vous, derrière, ils vont nous faire la misère à nous. Donc, vous voyez, on a cette responsabilité-là d'être très nombreux dans la rue le 1er mai. Alors, je ne sais pas si vous êtes très réseaux sociaux. En tout cas, on va en parler. Les réseaux sociaux et le 1er mai avec vous, Robin Doro. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux à la veille de ce 1er mai sans doute historique? Oui, eh bien, ce qu'on peut dire, Nicolas, c'est que la pression monte sur les réseaux sociaux du côté des syndicats. D'abord, qui veulent mobiliser un maximum à travers de nombreux appels. La CFDT Cheminots Occitanie, par exemple, sur Twitter, veut casser la baraque, pour reprendre les termes de Laurent Berger d'il y a quelques semaines. Des propos qu'il a dit regretter d'ailleurs par la suite, mais qui ont visiblement su mobiliser les troupes en interne. Que ce soit la CFDT, la CGT ou d'autres, eh bien, tous veulent envoyer un signal fort. Le signal fort, c'est le terme utilisé par Sébastien Vincini, le président socialiste de Haute-Garonne. Lui, il veut faire entendre à Emmanuel Macron qu'il n'a pas compris les Français. Et en parlant de se faire entendre, il y en a un qui a réussi, c'est Christophe Bex, le député insoumis, a publié ça sur Twitter. Il y a un but, on parle du 1er mai, il faut que le 1er mai 2023 soit le plus grand, le plus beau, le plus festif, le plus combatif, le plus revendicatif 1er mai qu'on ait jamais vécu en France. Et les manifestants, Robin, eux aussi veulent faire du bruit. Oui, on parle beaucoup des casseroles en ce moment. Nicolas, vous en parliez tout à l'heure sur le plateau. Sur la page Facebook Toulouse en lutte, on vous donne un petit tuyau. Si vous ne pouvez pas emmener vos ustensiles en manifestation, rendez-vous sur macasserole.fr. La page fait du bruit, tout pareil ou presque qu'une vraie casserole. Et la casserole, on la retrouve aussi sur la tête du président de la République, Emmanuel Macron, sur montage sur la page Rive Gauche sur Twitter, qui demande un raz-de-marée populaire pour ce 1er mai. Merci Robin. Sur cet aspect, maintenir la pression jusqu'au bout, même si la loi est passée sur les retraites. On a vu plusieurs mobilisations en Midi-Pyrénées ces derniers jours, par exemple dans le Tarn-et-Garonne, avec une opération escargot, mercredi dernier, entre Grisol et Montauban, avec des militants certes peu nombreux, mais très déterminés. Ces mini-actions, Cédric Aubert, jusqu'au 1er mai, c'est important, ça marche? Alors tous les moyens sont bons pour avancer et pour gagner sur les revendications. Mais le moyen le plus efficace, c'est de peser sur l'outil de travail et de peser sur la production. Voilà, donc nous, on appelle les salariés à ça, c'est-à-dire on n'oppose pas ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans l'entreprise, mais on sait bien, et on le répétera jamais assez, que ceux qui sont à la manœuvre, les vrais ordonnateurs de la réforme des retraites, c'est le MEDEF, ce sont les actionnaires. Et ceux-là, il n'y a qu'un moyen de les toucher,
C'est en agissant sur l'outil de travail. Autant le président, les casseroles, ça lui casse les oreilles, autant pour ceux qui est des vrais décideurs, il faut les toucher au portefeuille. Mais manifester, c'est une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander aux salariés de se mettre en grève contre la réforme des retraites alors qu'elle est passée? Alors nous, on ne demande jamais aux salariés, on est des salariés qui décidons ensemble. Voilà. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de faire grève? Mais bien entendu. Mais vous allez voir dans les semaines qui arrivent, parce que le compte n'y est pas. Il y a les retraites, il y a les salaires, il y a les conditions de travail, il y a le chômage de masse, il y a le mépris qu'on subit tous les jours, qui fait que effectivement des grèves vont avoir lieu, et peut-être même avant de rentrer en grève, ça va être des assemblées générales pour discuter de comment est-ce qu'on peut agir pour percuter au maximum, pour que le travail ne soit pas fait. Le but, c'est pas de rester en grève chez soi et de refaire le travail le lendemain. Le but, c'est de vraiment toucher l'entreprise au portefeuille. Toujours sous une bannière unifiée des syndicats? Alors, ça peut durer? Ouais, nous on pense que ça peut durer. Alors après, je vais pas vous dire, moi, si on est des organisations différentes, c'est qu'on ne voit pas les choses tout à fait pareilles. Bon, simplement, des fois, il y a des virgules, il y a des marges à la marge réellement qui peuvent nous opposer. Plutôt que de regarder ce qui nous oppose, il faut regarder ce qui nous rassemble. Voilà, et il faut le regarder à tous les niveaux. Alors, on ne peut pas penser l'unité syndicale qui est dans l'ADN de la CGT, donc nous, ça nous fait encore plus plaisir. Ça ne peut pas être uniquement une unité de sommet. Il y a besoin de réunir les salariés sur les lieux de travail, ensemble, les organisations là, dans les boîtes, les organisations qui sont vraiment au plus près, et de décider ensemble, et ce sont les salariés qui décident, ce ne sont pas les syndicats. Et lorsque les salariés ont décidé de partir dans l'action, vous pouvez être sûr que ça fonctionne et que les syndicats sont toujours... Et que ça suit. Cédric Aubert, on a démarré cette émission en parlant d'Emmanuel Macron. Je vous propose maintenant d'écouter la Première ministre Elisabeth Borne qui vous lance un appel au dialogue. Vous voulez les voir au mois de mai, les organisations syndicales? Je vous confirme que mon objectif, c'est bien de renouer le dialogue. Alors le dialogue, on va dire, non officiel, il a continué, mais de reprendre des discussions avec les organisations syndicales dès le début du mois de mai. Dès le début du mois de mai. On va laisser passer le 1er mai, dit la Première ministre. Après, il faut renouer le dialogue pour se dire quoi? C'est un peu facile quand même. C'est-à-dire que pendant 4 mois, et même en amont, il n'y a rien... on n'écoute personne, on décide de faire passer la réforme, et puis une fois qu'elle est passée, comme on ne veut pas trop de panique, on dit on va recommencer à discuter. Mais nous, c'est pas de dialogue, c'est pas de discussion dont les salariés ont besoin. Les salariés, ils ont besoin que les employeurs s'assoient autour d'une table avec les organisations syndicales pour que les salaires augmentent. Le rôle de la Première ministre, il est de retirer la loi sur les retraites, ça c'est une chose, avant qu'elle fasse n'importe quoi dans la population. Et la deuxième chose à faire, c'est que par exemple, et c'est de son ressort, elle pourrait augmenter le SMIC, notamment pour faire face à l'inflation réelle. Parce que même avant l'inflation, le SMIC, il ne suffisait pas. Aujourd'hui, avec l'inflation, c'est catastrophique. Donc cette prochaine réunion avec la Première ministre, ce ne sera pas seulement les retraites, ce sera un peu, on a entendu le terme de conférence sociale, ça sera multi-sujet, ça sera beaucoup plus large. La réunion, elle sera, si elle nous donne des garanties qu'on va avancer sur certains points. Si elle explique que le SMIC va augmenter, et substantiellement, pas de 0,5% ou je ne sais pas quoi, si elle explique que le SMIC va augmenter et qu'elle va contraindre les employeurs à faire augmenter les salaires de branche, on pourra discuter. Mais il faut des gages avant de revenir à la table. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Je pense que là, les salariés là-dessus ont été très clairs depuis ces derniers mois, et je vois pas quand même comment elle peut imaginer autre chose. Le dialogue est rompu. À quel moment s'est-il rompu? Il s'est rompu à partir du moment où on a un gouvernement qui décide d'aller à l'encontre et à l'envers même. C'était la réforme des retraites? C'était avant? Il y avait déjà des prémices? C'est déjà avant. Ouais. Ça vous a pas échappé que on a un gouvernement quand même. Alors on ne sait pas, on n'arrive plus à savoir qui était avant. Certainement Hollande et puis Sarkozy avant. On a des ministres, ils étaient dans un des gouvernements, puis dans l'autre. Enfin, on ne sait pas. Ils sont tous réunis aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on a la suite logique des lois El Khomri, on a la suite des réformes de Sarko, on a un défilé comme ça, et il nous annonce déjà, et je vous invite à regarder, il va y avoir un congrès du MEDEF dans pas longtemps, j'invite les salariés à lire ce que disent les prétendants à la présidence du MEDEF, ils expliquent que la réforme des retraites, là, ce n'est qu'une première étape, et que derrière, ça va être de plus en plus dur, et qu'ils sont prêts à réformer le pays dans le sens qui leur va bien. Et bon...
Vous aussi, vous êtes... Madame Borne, je note qu'elle fait partie des 19 millionnaires du gouvernement. Je pense qu'elle n'a pas les mêmes préoccupations que les salariés. Elle se lève pas le matin pour aller travailler. Elle n'a pas les mêmes difficultés en fin de mois que nous. Et donc, elle ferait mieux d'écouter ce qu'on lui dit plutôt que d'écouter ce que disent ses amis du MEDEF. Cédric Cobert, on approche de la fin de cette émission. Peut-être le mot de la fin. Selon vous, ce 1er mai sera historique ou ne sera pas ? Alors, moi, je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs qui nous écoutent. Ce 1er mai, il faut le rendre historique. Il faut venir en masse, participer en masse dans les manifestations, où que nous soyons. J'entends, beaucoup seront en congé, seront en vacances et seront déplacés. Mais enfin, c'est de plus en plus difficile de partir en vacances. Donc, il faut se rendre dans les cortèges. Il y en aura 3 en Haute-Garonne, Saint-Gaudens, Muret et Toulouse. Et après, partout où on est, et y aller nombreux, y aller en famille et profiter, se dire que c'est notre moment à nous. L'émancipation, elle commence par des moments comme on fera le 1er mai. Départ du cortège pour Toulouse, 10h à Saint-Cyprien, cortège classique et manifestation évidemment un petit peu partout dans la région. La plupart ont lieu demain matin, lundi. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Cédric Cobert pour cette participation. Merci à vous. Frédéric Fraisse également, à Robin Doro. Bonne journée, bon dimanche sur France 3 Occitanie. Merci.